Bonjour à tous. Bonjour Madame Eutrope, Monsieur Blanchin. Madame Eutrope, vous êtes médecin généraliste. Aujourd'hui, vous êtes accompagné de Monsieur Blanchin, qui est technicien, consultant en transformation digitale et responsable de la sécurité des systèmes d'information d'une office public d'habitation. Monsieur Blanchin, vous accompagnez également l'association mahoraise de télémédecine nommée Ensemble pour votre santé. La conférence que vous nous présentez aujourd'hui s'intitule « La e-santé, jusqu'où irons-nous ?» À travers cette question, vous retracerez l'histoire de la médecine et de son rapport avec les systèmes d'informatique actuels jusqu'à la naissance de la e-santé. Vous définirez ce que c'est que la e-santé, ses avantages, ses limites, ses inconvénients. Les questions de l'intelligence artificielle et des données d'avenir seront également évoquées. Finalement, Dr Eutrope et M. Blanchin, jusqu'où irons-nous avec la e-santé? Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce cycle des conférences publiques du CUFR et les questions du public seront accordées à la fin de l'intervention. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Donc bonjour, merci au Centre universitaire de Mayotte, au Pôle Culture, de nous recevoir pour cette conférence publique. Donc on nous a présenté et donc nous aimons beaucoup tout ce qui est ce mariage entre l'informatique et la médecine, parce que c'est plus que l'avenir, je pense. Alors, répondre jusqu'où irons-nous, vous verrez à la fin. Donc, de quoi va-t-on parler ? On va faire une petite introduction pour vous donner quelques définitions, parce que c'est vrai que la e-santé, pour l'instant, ça paraît être un peu fantomatique, ou je ne sais pas comment dire. Petite historique du numérique et de la médecine. Petite histoire de la e-santé, pour savoir d'où ça vient et comment c'est né. C'est né Internet et médecine. Évolution des paysages, aussi bien des paysages numériques que des paysages de la médecine, et le patient du futur, jusqu'où irons-nous? La e-santé, alors le terme de e-santé qui est e-health en anglais, avec ses équivalents, télésanté, santé numérique, santé connectée, désigne tous les domaines où les technologies de l'information et de la communication, TIC, sont mises au service de la santé, telle qu'elle a été définie par l'Organisation mondiale de la santé en 1945. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cela concerne les domaines de la télémédecine, la prévention, le maintien à domicile, le suivi d'une maladie chronique à distance, le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, les dossiers médicaux électroniques, ainsi que les applications et la domotique. En 1997, l'OMS a distingué deux formes de télémédecine, clinique et informative. La première désignait la réalisation à distance d'actes médicaux, y compris les échanges entre praticiens. La seconde caractérisait le transfert d'informations à destination des médecins, qu'elle porte sur des connaissances à acquérir, dont relève par exemple l'e-learning médical, ou des données de santé du malade, par exemple les comptes rendus d'hospitalisation, ou le dossier médical partagé, dit DMP, qui est devenu maintenant le MES, mon espace santé. 2 ans plus tard, un informaticien australien a créé une certaine confusion en introduisant le terme de e-santé, qui recouvre tous les types de pratiques à distance portant sur les soins et la santé, avec une démarche essentiellement technico-commerciale à destination des professionnels comme des patients. Donc le e-numérique consiste à développer et démocratiser l'usage des outils information et des services numériques à l'usage de la population. Ce e-numérique influence fortement le domaine de la santé, bouleversant la recherche médicale tout autant que l'organisation des soins. Afin d'apporter quelques précisions et pour contextualiser, il est important d'avoir une vision claire de ce dont on parle. Les systèmes d'information en santé permettent une meilleure coordination des soins au sein d'un établissement de santé, les systèmes d'information hospitaliers ou les SIH,
Les dossiers patients informatisés ou des pays ou d'un territoire de soins, système d'information partagé de santé. La télémédecine offre des possibilités de soins à distance et regroupant 5 catégories d'actes médicaux: la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation médicale, les centres 15, le SAMU. La télésanté intègre des services de suivi et de prévention des individus dans un objectif principal de bien-être: les objets connectés, applications mobiles d'automesure, les plateformes web. En fonction des utilisateurs, il est possible de distinguer au sein de ces champs d'application 3 types de dispositifs technologiques génériques. Les dispositifs technologiques centrés patient ou grand public. Et M-Health ou M-Santé, M pour mobile, les applications de santé mobile, applications de santé web, objets connectés, réseaux sociaux, communautés de patients, portails d'information de santé, etc. Les dispositifs technologiques centrés offreurs de soins tels que les établissements de santé et les professionnels de santé. Les SIH internes, systèmes d'information partagés, systèmes d'information embarqués, par exemple pour le SMUR, les dispositifs de télémédecine, etc. Les dispositifs technologiques centrés acteurs assurantiels, les régulateurs publics et industriels, et outils génériques de la gestion de la relation client, les CRM, ainsi que ceux du data mining, les données internes, ou du big data, données externes, permettant la collecte, le stockage et le traitement algorithmique des données massives de santé. Alors, on vous donne quelques chiffres de la e-santé qui ont été corrigés en 2015. Vous voyez déjà qu'en 2015, ça fait quand même déjà 8 ans, bientôt 8 ans, déjà 81% des médecins étaient convaincus des bienfaits de la e-santé pour la qualité des soins. 7% de croissance potentielle pour le secteur de la e-santé d'ici à 2017 en France. Et nous en sommes bien au-dessus. 3 Français sur 4 étaient prêts à communiquer par des canaux numériques, vision, SMS, avec leurs praticiens. 99 milliards d'euros d'économies potentielles avec des solutions d'e-santé sur des supports mobiles en Europe. Et 41% des Français avaient des doutes sur la sécurisation des données médicales numériques. On est toujours quand même toujours un petit peu inquiet sur la sécurisation des données. Pour savoir où on va regarder un petit peu d'où on vient. La petite histoire du numérique commence pour l'ère moderne au moment de la Deuxième Guerre mondiale. L'informatique débute quand il a fallu casser le code Enigma des nazis. Son invention de l'informatique moderne est communément attribuée à l'anglais Sir Alan Turing, qui inventa un calculateur qu'il nomma Christopher, machine qu'il mettra presque 3 ans à mettre au point avec toute son équipe. Le craquage du code à l'aide de cette machine a pu être réalisé grâce à la clé de cryptage qui était utilisée sans le savoir par tous les nazis qui hurlaient à longueur de temps « Heil Hitler ». La conclusion des messages cryptés par ces 10 lettres ont permis, en les introduisant au sein de la machine, de craquer tout l'ensemble du code crypté à ce moment-là et qui changeait toutes les 24 heures. Dès 1950, à la suite de ses travaux, Alan Turing s'interrogea « Les machines peuvent-elles penser ?» et sèmera un certain trouble dans la communauté, auquel il répondra par un test qu'il mettra au point, le test de Turing, qui consiste en une série de questions qui permettent de déterminer si c'est un être humain ou une machine qui y répond. Je vous recommande d'ailleurs le film biographique d'Alan Turing qui s'appelle « Imitation Game » de Morton Tyldum, sorti en 2014. Arrivera ensuite les années 50, 60, 70. L'informatique évoluera de façon fulgurante avec l'apparition du transistor et la miniaturisation des composants. Le PC entrera dans les foyers au cours des années 80. En 90 arrivera l'ère du multimédia et la numérisation des encyclopédies, Vidal inclus, le grand dictionnaire des médicaments. On passera d'un volume de 30 mètres cubes que représentaient les premiers ordinateurs, dont le plus connu est l'ENIAC, à un volume d'environ 0,003 mètres cubes, ce qui représente à peu près un volume de 3 litres d'eau, en l'espace de 30 ans. On verra au même moment apparaître les premiers logiciels de gestion, notamment de patientèle, étape 1 de la digitalisation de la médecine.
20 ans plus tard, Internet fera son entrée remarquable dans nos vies grâce au modem et changera radicalement l'accès et l'échange d'informations. L'hypercroissance à partir de l'année 2000, en fait. Les termes TIC pour technologie de l'information et de communication apparaissent au milieu des années 2000. Il englobe l'ensemble des moyens de production et d'accès à l'information. En 2005, au même moment, se concrétisera le Web 2.0 avec Google et Facebook et la généralisation de l'utilisation du Big Data. Le Web 2 détachera peu à peu le software du hardware, le logiciel du matériel, au point de désolidariser le système d'exploitation tel que le fait le Chromebook de Google, et dessinera les esquisses de ce qui deviendra le cloud vers 2010. En 2007, le premier vrai smartphone est commercialisé et accélérera l'utilisation des web apps. Il signera également la fin d'un outil qui s'appelait Flash Player, et nous le remercions. 2009, frémissement du premier processeur quantique à l'université de Yale. Il est composé de 2 qubits, d'1 milliard d'atomes d'aluminium chacun posés sur un supraconducteur. Événement purement laboratoire, de prime abord anodin, il n'en est rien du tout. En 2010 apparaissent les machins as a service et le cloud computing qui regroupe l'ensemble des solutions AAS, as a service, les SaaS, les software as a service, les Google Apps, les Microsoft 365, les logiciels de patientèle entièrement hébergés sur des solutions web. Aucune installation logicielle n'est nécessaire sur l'ordinateur, tout se passe à travers le navigateur. Les plateformes telles que Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Hébergement, Développement, Docker et les containers, pour les initiés, vous savez ce que ça représente. Les IaaS, les infrastructures as a service, qui est l'évolution la plus aboutie pour le moment, qui permet de décentraliser complètement, de délocaliser complètement l'infrastructure informatique d'une entreprise, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucun matériel au sein de l'entreprise, tout est virtualisé dans les data centers. En 2011, l'intelligence artificielle rencontre le grand public avec l'arrivée de Siri, suivi de près par Google, OK Google et Alexa. 2015, le deep learning arrive et c'est une discipline du machine learning. Nous commençons à parler d'intelligence artificielle. Nous parlons ici d'algorithmes capables de mimer les actions du cerveau humain grâce à des réseaux de neurones artificiels. Les réseaux sont composés de plusieurs dizaines, voire centaines de couches de neurones, chacune recevant les interprétations et les informations, interprétant les informations de la couche précédente. C'est grâce à cette technologie qu'un ordinateur est capable de reconnaître un chaton tout mignon ou de détecter un cancer du poumon parmi les clichés qui lui sont soumis. 2016, explosion de l'IoT, l'Internet of Things, l'Internet connecté des objets, avec 5,5 millions de nouveaux objets qui se connectent chaque jour à Internet. 2018, démarrage du déploiement de la 5G aux États-Unis. Avec la 4G, il est possible d'atteindre jusqu'à 1 gigabit en download. Avec la 5G, le débit descendant peut atteindre 20 gigabits et même jusqu'à 70 gigabits selon certains tests effectués par les opérateurs. Pour les connaisseurs, on passe du Solex à la Kawasaki Ninja H2R ou du Deltaplane au Concorde. 2020, la crise sanitaire, la demande confirme les offres de services cloud avec la visio, le partage de données et les solutions de travail collaboratif. 2022, ChatGPT, Midjourney, Google Bard, Microsoft Edge augmenté. Ceux qui ont joué avec ces outils comprennent la portée qu'ils peuvent avoir. On parle ici des premiers outils grand public avec interaction avec l'intelligence artificielle. Les questions qui sont posées à ces outils donnent des réponses tout à fait surprenantes de justesse et d'exactitude pour certains d'entre eux et pour certains domaines en particulier. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes activités professionnelles, de solliciter ChatGPT pour voir un peu où est-ce qu'il allait m'emmener dans les réponses qu'il allait donner. Et c'était tout à fait surprenant de voir à quel point on pouvait arriver à faire à la machine des choses avec une grande rapidité, bien entendu, des choses qui auraient pu prendre jusqu'à une journée de travail ont été réalisées en l'espace d'une demi-heure. Comme je connais bien Hermrit, je vais me permettre un petit intermède. Voilà, parce que les informaticiens ne comprennent pas, qu'on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Donc je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu beaucoup de mal, et on a eu beaucoup de mal à arriver à s'entendre, mais on s'est entendu pour la suite.
Voilà, donc si vous voulez dormir, vous pouvez. Ah bah non, puis maintenant. Donc voilà, je vais vous retracer une toute petite histoire de la médecine. J'ai choisi de parler du stéthoscope, parce que c'est quand même un outil qui nous sert énormément. Et en fait, l'histoire du stéthoscope a commencé en 1816 par Laennec, qui était donc un Français, qui a, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, commencé à ausculter à l'oreille. Mes maîtres nous avaient appris ça aussi, à ausculter à l'oreille, et on entend quand même pas trop mal, mais pas aussi bien qu'après. Et donc il avait une cousine qui était suspecte de tuberculose, et donc il a inventé le stéthoscope, comme vous pouvez le voir sur la diapo de droite. Suivant. Alors ce stéthoscope initial de Laennec, du grec stéthos, poitrine, après le brouillon en papier collé, est en bois et n'est qu'un long cylindre amplifiant les sons. Plusieurs améliorations seront apportées en 1828 et 1839, une version avec tube flexible. Ces systèmes n'étaient que pour une auscultation mono, avec une seule oreille. Le stéthoscope obstétrical, fétoscope, en bois aussi, est développé au cours du 19e siècle. J'ai toujours utilisé avant qu'il y ait l'informatique, jusqu'à une période récente. La forme définitive, avec 2 embouts pour chaque oreille, ne sera mise au point qu'en 1852. Il est amusant de voir que certains praticiens eurent aussi quelques réserves, pensant que l'auscultation par les 2 oreilles risquait de dégrader le son. L'ajout d'une membrane, le diaphragme, se fera en 1894. Les versions modernes des stéthoscopes avec 2 tuyaux, c'est la version idéale du stéthoscope qu'a donné en 1961 Littmann. Et aujourd'hui encore, tous les médecins, plus ou moins jeunes, puisque les jeunes internes ont tous un Littmann. Donc pour continuer la petite histoire de la médecine, on a trouvé intéressant de voir d'où on venait et de donner quelques dates. Donc en 1628, découverte de la circulation du sang. 1661, circulation de la lymphe. 1796, première vaccination contre la variole. 1846, découverte de l'anesthésie. 1867, de l'antiseptie. 1882, découverte du virus de la tuberculose, bacille de Koch, BK. 1885, vaccin contre la rage par Louis Pasteur. 1895, découverte de la radiographie. 1900, les groupes sanguins. 1921, BCG, donc c'est le bacille de Calmette-Guérin, découvert donc par Calmette et Guérin. 1928, découverte du premier antibiotique par Fleming. 1952, vaccin contre la polio, plus greffe d'organes. C'est la première greffe de rein faite par le docteur Hamburger. 1953, découverte de l'ADN. 1967, première greffe du cœur faite par Claude Barnard. 1978, première FIV, premier bébé éprouvette, qui s'appelle Louise Brown, qui est une Anglaise. 1983, Luc Montagnier identifie le VIH responsable du sida. 1997, des Britanniques clonent une brebis qui s'appelle Dolly. 2005, première greffe de visage sur une femme défigurée mordue par un chien. Donc ça, c'est des grandes découvertes de toutes les 3 siècles qui ont précédé. Et aujourd'hui, on ne va pas arrêter de faire des découvertes avec l'informatique. Alors, la petite histoire de la e-santé, donc de passer d'Internet, de la petite histoire d'Internet et de la petite histoire de la médecine, on arrive au mariage de la e-santé. Donc, malgré sa démocratisation récente, la e-santé relève d'une émergence ancienne. Bouleversement de la médecine traditionnelle avec le début de la révolution numérique dans les années 70. Apparition du marché industriel de la santé numérique dans les années 90. Accessibilité de l'information de santé avec l'essor d'Internet dans les années 2000. Constitution d'une politique publique ambitieuse dans les années 2010, alors portée par une série de grands plans d'investissement, démocratisation accélérée de la e-santé face aux enjeux de la crise sanitaire dans les années 2020.
Comme le précise Martine, la e-santé ne sera qu'officiellement définie en 1999 au 7e Congrès international de la télémédecine sous ces termes: l'usage combiné de l'Internet et des technologies de l'information à des fins cliniques, éducationnelles et administratives, à la fois localement et à distance. Depuis 2004, c'est la Commission européenne qui fournira sa propre définition: l'application des technologies de l'information et de la communication à l'ensemble des activités en rapport avec la santé. Ça y est, le terme e-santé entre dans les langages courants en tant que secteur contemporain d'une société intrinsèquement bouleversée par le digital, régie par la culture et la donnée, où se colocalisent santé publique, informatique médicale et monde de l'entreprise. Au milieu des années 80, voit l'arrivée de l'informatique dans les hôpitaux afin d'enregistrer les admissions et la planification médicale des patients. Évidemment, les données sont internes à ce moment-là et chaque établissement de santé. Les cabinets libéraux ne commenceront à s'informatiser que 10 ans plus tard avec les logiciels dédiés qui arriveront dans leur cabinet vers 1996 pour les plus modernes. En 2011, plus le choix, les libéraux sont vivement incités à télétransmettre les feuilles de soins et obligent ainsi les plus réfractaires au changement à s'équiper de l'outil informatique. Avant de faciliter les démarches, l'outil numérique doit d'abord être apprivoisé et dompté par le médecin, ce qui représente une charge de travail supplémentaire conséquente pour un libéral qui peut voir jusqu'à 50 patients par jour dans son cabinet. À l'époque où sont sortis les outils numériques de ce type, les cabinets médicaux n'avaient pas d'assistants médicaux pour aider le médecin dans ses démarches administratives. La majorité des cabinets sont aujourd'hui équipés de solutions numériques. Donc c'est vrai que ça a changé la vie des médecins dès que nous avons été informatisés, surtout par rapport aux dossiers patients, puisque c'est vrai que dans la slide précédente, il y avait une montagne de papier, c'est un peu ce que nous avions, et la classification était difficile. Donc Internet et la médecine nous a apporté, Internet nous a apporté une aide à la prescription, une aide au diagnostic, le recueil des données et les dossiers patients. Tout à l'heure, Aymeric évoquait le dictionnaire Vidal. Tu peux mettre le dictionnaire ? Et donc, tous les médecins, vous avez dû voir, avaient ce dictionnaire sur leur bureau, puisque c'était notre bible de médicaments. Ils faisaient, puisque les pages étaient très 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 fines, 3648 pages. Il était bien classé par catégorie de médicaments ou par symptômes, mais il fallait quand même toujours avoir recours à ça par rapport aussi aux indications, aux contre-indications et aux interactions médicamenteuses. Donc vraiment, d'avoir le Vidal sur notre ordinateur et la prescription immédiate nous a vraiment changé la vie. Je vais être obligée de remercier les informaticiens, ça va être dur. Enfin. On a eu aussi l'aide au diagnostic, à savoir on a eu des possibilités d'avoir des appareils à électrocardiogramme avec une interprétation directe sur l'électro. Donc j'ai appelé ça l'électro pour les nuls. Mais il ne fallait pas être trop nul parce qu'il y avait quand même des erreurs dues à, par exemple, à des interférences ou à des artefacts. Donc il fallait quand même être assez vigilant. Donc il y avait cette aide au diagnostic, il y avait l'aide aux prescriptions, et il y avait le recueil des données médicales et les dossiers patients, ce qui nous ont rendu aussi beaucoup de services par rapport aux relations avec les confrères et pouvoir envoyer un dossier à des confrères. Aujourd'hui, c'est les prémices de mon espace santé sur la carte vitale. Ça aussi, ça va changer la vie parce qu'il y aura tous les documents qui seront mis sur la carte vitale. Et si vous consultez un autre médecin, l'autre médecin aura accès à toutes ces données si vous le permettez. La situation, cependant, depuis 2015, se voit brusquement et positivement changer. La mutation des générations s'effectue, laissant la place à des praticiens tout autant attachés au métier de leurs prédécesseurs, mais plus sensibles aux contraintes économiques et aux ouvertures technologiques.
Les patients eux-mêmes deviennent moins passifs, plus éduqués, toujours connectés, et pour les plus anciens qui ne le seraient pas, leurs enfants le sont pour eux. En dépit d'utilisation encore souvent éphémère et d'une maturité technologique parfois incertaine, les objets connectés se diffusent, amenant parfois à la situation dangereuse où le patient s'auto-diagnostique sans consulter. Donc, on va voir l'évolution du paysage médical. Avec la e-santé, enfin, on s'aperçoit que la e-santé apparaît de plus en plus comme une solution pertinente pour répondre aux défis que doivent relever les systèmes de santé. L'évolution de la démographie médicale, qui est quand même bien mise à mal par le vieillissement des populations, et aussi le numerus clausus, et la féminisation aussi de la profession, qui a quand même enlevé un petit peu cet esprit de médecin de famille corvéable à merci. Inégalité territoriale d'accès aux soins, nous en savons quelque chose sur Mayotte. Hausse de la prévalence des maladies chroniques, ça aussi nous en savons quelque chose. Vieillissement de la population, ça nous sommes protégés puisque nous avons une population jeune. Et prise en charge de la dépendance, ce qui est aussi un très très grave problème sur Mayotte. En revanche, une incertitude demeure quant à sa capacité à réduire les coûts, du moins dans un premier temps. Si elle laisse espérer plus d'efficience, elle pourrait aussi offrir de nouveaux services, entraînant des dépenses supplémentaires. Mais il nous est possible quand même d'envisager, surtout à Mayotte, une économie de santé substantielle, moins de transport en ambulance, moins d'Evasan. Mais c'est depuis 2020 que la e-santé connaît sa progression la plus notable, grâce, je dirais grâce pour une fois, à l'épidémie de Covid qui nous a permis de voir comment on pouvait se débrouiller pour pallier à ce manque de médecins et à cette demande de la population. En effet, la crise sanitaire a offert une poussée d'accélération au secteur face à des enjeux nécessitant plus que jamais des solutions digitales. Ainsi, la médecine et le soin à distance se sont invités dans les usages pour répondre à la problématique de continuité des soins et marquer une évolution définitive de la pratique médicale. Un confrère m'a dit l'autre jour, comment se fait-il que tu sois intéressé à la télémédecine à ton âge ? Je trouvais ça très charmant. Je m'étais posé la question parce que j'aime le contact avec le patient, j'aime examiner un patient. Il y avait un grand patron qui s'appelait le mandarin aux pieds nus et qui faisait le diagnostic avec ses mains. Et en fait, je crois qu'il fallait évoluer dans ce sens-là. Non, reviens en arrière parce qu'il y a une erreur. Voilà. Oui, alors, il y avait des outils possibles de la télémédecine. Alors, nous avons, grâce à notre expérience de terrain sur Mayotte, partagé en deux les outils de télémédecine. Il y a les premiers qui sont des outils possibles de télémédecine. Mais vous comprendrez rapidement qu'on n'est pas très pour et on va vous expliquer pourquoi. Le téléphone, WhatsApp, Zoom, les cabines et les plateformes. C'est-à-dire qu'en fait, surtout ici, avec la barrière du langage, avec la barrière de l'informatique, bonjour, vous me montrez où vous avez mal, poussez un peu le téléphone sur la gauche, poussez un peu le téléphone sur la droite, on ne fait pas de la bonne médecine. Ça peut servir, parce que ça nous sert, pour un renouvellement d'ordonnance, pour un petit bouton chez un enfant, sur une photo. Je ne casse pas complètement ça, parce que ça nous sert quand même quotidiennement et ça nous a toujours servi, même avant la e-santé. Mais vous verrez, on va parler des limites de ça. Par exemple, la cabine, vous avez mis une petite photo drôle après, c'est-à-dire qu'en fait, tous ces outils où il n'y a pas d'assistance médicale de l'autre côté du téléphone, c'est le patient qui se branche lui-même dans la cabine, par exemple. Je suis désolée, vous n'avez pas un peu d'eau. Qui se branche lui-même. Et le médecin n'a pas la possibilité de faire un diagnostic très évolué. Et tu n'as pas de l'eau. Oh, j'en ai plus. Et regardez la petite image. Alors, docteur, qu'est-ce que j'ai? Le patient s'est déjà tout branché. Rien, mais pour être sûr, aller quand même aux urgences. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Il a été question de mettre des télécabines comme ça dans tous les grands supermarchés en métropole, dans des grandes chaînes de supermarchés.
Notre ministre de la Santé, François Braun, qui est un urgentiste, a crié très haut et très fort et a demandé que soient légiférées toutes ces techniques, parce que malheureusement, c'était très très souvent commercial. Donc en fait, on va se trouver dans des situations où on n'est pas capable de faire un diagnostic. On va regarder dans la slide suivante, voilà, dites A à travers l'ordinateur, on ne peut pas voir une gorge, on ne peut pas examiner comme il faut. Ou alors pire, ça c'est l'évolution de la technologie. Sur cette petite image drôle, la coloscopie en ligne, je pense que nous n'y arriverons pas, en tout cas avec cette méthode-là, pour ne pas surprendre l'épouse. Ensemble pour votre santé, l'évolution du paysage numérique à Mayotte passe aussi par ce que nous faisons, et l'Ensemble pour votre santé œuvre ici pour la promotion de la télémédecine à travers les téléconsultations et les téléexpertises en étroite collaboration avec l'Agence régionale de santé, l'ARS. Les outils qui sont mis à disposition des professionnels de santé et donc de la population sont la mise en pratique d'une des branches de la e-santé. Et nous sommes convaincus que les objets connectés d'aide au diagnostic doivent être utilisés avec la maîtrise du protocole médical. Une téléconsultation augmentée grâce aux objets connectés se doit d'être pratiquée par des assistants de téléconsultation formés à l'utilisation de ces objets connectés et qui sont les mains du médecin consultant à distance. Les assistants de téléconsultation doivent toujours être pour nous des professionnels de santé formés non seulement à une utilisation précise des objets connectés, mais aussi à l'écoute et à la compassion du patient. C'est cet élément qui permet de différencier les consultations uniquement en lien téléphonique d'une consultation assistée par un personnel de santé qui deviennent les mains du médecin. C'est pour ça que tout à l'heure j'insistais sur les premiers outils qui n'étaient que des outils téléphoniques qu'on oppose aujourd'hui et principalement à Mayotte, puisque nous sommes quand même à la pointe aujourd'hui avec le matériel que nous avons sur Mayotte. Pour l'instant, la population n'est pas très au courant parce qu'on a été quand même très coincé par le Covid, et ça nous a permis de faire des consultations de médecine générale, mais pas encore d'étendre beaucoup aux consultations de spécialistes. Donc cette deuxième chose que nous prenons, c'est la consultation augmentée, donc par des outils connectés, mais aussi assistée par un personnel médical. Le Covid nous a permis d'utiliser toutes nos machines, principalement pour des visites à domicile. Et ça a été vraiment une réussite parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer. Et d'autre part, ici aussi, vous connaissez l'accès au Banga, vous connaissez la circulation. Il est impossible à des médecins de faire des visites à domicile. Donc pendant le Covid, donc la première slide, c'est un infirmier libéral qui va à domicile avec la mallette, qui est formé donc pour l'utilisation de la mallette auprès de son patient. Et j'en ai fait donc énormément pendant le Covid. Et la consultation se fait donc avec le patient en direct, et l'infirmier, l'interface, explique que le patient nous montre tout ce qu'il y a à montrer avec les objets connectés. C'est-à-dire que nous pouvons ausculter, regarder des oreilles, faire des photos de lésions dermato, faire un électrocardiogramme et faire une échographie de débrouillage. J'ai rien oublié? Je ne crois pas. Donc après la deuxième photo, c'est la deuxième slide, c'est moi qui consulte et qui suis à mon domicile, non à mon cabinet. Donc en fait, j'appelle ça faire des visites à domicile sans se déplacer. C'est-à-dire qu'entre deux consultations, je peux très bien faire une visite à domicile si elle est programmée. Et l'écoute est excellente. C'est vraiment, parfois j'ausculte ou je vois des oreilles mieux, les photos sont meilleures que parfois celles que j'ai à mon cabinet. Alors, l'authenticité des relations humaines avant les outils et la technologie.
que la technologie nous serve, mais que nous ne soyons pas au service de la technologie. J'ai mis la troisième petite image parce qu'un jour je suis allée à domicile comme ça, petite terre, par mon écran, voir un monsieur d'un certain âge qui ne pouvait pas se déplacer. Et je lui dis, est-ce que vous avez été content de la visite? Il me dit, oh écoutez, super docteur, vous êtes venu chez moi, mais il y a une chose où je ne suis pas content. Je lui dis, mais quoi? Je ne vous ai pas serré la main, docteur. Et voilà, je vais écrire un livre sur le vécu des patients et je l'appellerai « Je ne vous ai pas serré la main, docteur ». Alors après, les limites, il y en a quand même beaucoup. Moi, je suis une urgentiste. Vous voyez que gérer l'urgence, sauf si c'est une urgence cardiaque, vous avez tout de suite un électro, vous transportez tout de suite le patient, ça va. Mais nous avons fixé, nous sommes en train d'écrire avec l'ARS un guide d'éthique des téléconsultations et l'équipe nous travaillons avec une équipe de médecins généralistes de 3 qui ne font que de la téléconsultation, donc ils sont partout avec nous sur nos téléconsultations, nous avons 11 sites de téléconsultation sur Mayotte, et donc nous avons fixé les limites déjà. Donc l'urgence était juste pour faire un clin d'œil, les enfants au-dessous de 3 ans et les urgences abdominales, tout ce qui est douleur abdominale, et ça je n'y renoncerai pas, la main du médecin est quand même très importante. Finalement, l'histoire de la e-santé ne cesse de se construire chaque jour, mais nous sommes déjà assurés que les années à partir de 2030 marqueront une plus forte démocratisation de la e-santé et des services innovants tels que l'intelligence artificielle qui sera de plus en plus prédictive, la thérapie génomique, les capteurs connectés, les exosquelettes, les gamifications, la réalité virtuelle ou encore la réalité augmentée. Nous irons vers une médecine à plus forte valeur ajoutée, foncièrement régie par le numérique et évolutive en fonction des enjeux et des ressources qui lui sont contemporains. La réalité virtuelle sera et est déjà utilisée dans le cadre de l'enseignement et de la formation. La cyberanatomie permet de faire découvrir le corps humain. La simulation d'une chirurgie in virtuo prépare les médecins à des interventions complexes. On est capable aujourd'hui, grâce à l'imagerie médicale, l'IRM, de modéliser le cerveau humain et de permettre au neurologue d'intervenir avant l'opération sur un environnement entièrement virtuel. Le domaine de l'éducation à la santé publique, la réalité virtuelle peut être utilisée pour simuler le monde tel qu'il est perçu par une personne ayant des problèmes de santé. Enfin, la réalité virtuelle peut être utilisée pour traiter des troubles psychologiques, phobies, addictions et accompagner la rééducation de troubles cognitifs. C'est quelque chose qui est déjà en marche, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Certains professionnels de psychologie utilisent des masques de réalité virtuelle pour faire des immersions auprès des patients avec des différents degrés d'immersion de manière à ce qu'ils intègrent bien la non-dangerosité d'une situation afin de pouvoir évoluer ensuite dans le monde normal sans avoir ces phobies. 2 minutes. Je pense que même aujourd'hui, ça serait très très difficile de faire la liste de tout ce qu'on peut faire par ce mariage de l'informatique et de la médecine. Et en plus, ce n'est pas, ça ne va pas se, ça ne va pas s'arrêter. Diapo suivante. Prends le temps de respirer. Bon, l'informaticien soigne le docteur. Voilà. Merci. Donc en conclusion, on vous dira que l'informatique, comme vous avez pu le voir, a révolutionné la pratique médicale et peut-être aussi un peu les médecins. Le médecin d'hier n'est plus. Le patient de demain sera. On est obligé de mettre des petits points de suspension. La e-santé est notre présent, mais aussi notre avenir. Elle permettra de sortir de l'isolement, d'avoir accès à des médecins généralistes et spécialistes, d'interpréter des examens à distance, etc. Mayotte le prouve. Mais nous ne pouvons dire aujourd'hui où nous nous arrêterons. Merci beaucoup. Merci.